aéronautique ou ferroviaire ou autre. On a aussi de la pollution avec tous les problèmes de développement durable. Donc vous voyez ici, c'est un pipeline en Alaska qui a cédé. Et puis vous avez des pertes financières énormes. Et les politiciens n'aiment pas trop les problèmes socio-économiques. Voilà. Et du coup, on a besoin d'un, en plus du contrôle non destructif, il n'est pas in situ, on a besoin d'un contrôle santé intégré. On va essayer de contrôler la structure d'une manière permanente afin d'essayer de détecter l'endommagement, d'évaluer sa criticité ou sa dangerosité. S'il dépasse un certain seuil, on lance un signal d'alarme et puis on va agir par la suite par rapport à cela. Du coup, on a besoin de prédire plusieurs choses, donc la propagation des ondes dans ces structures-là, et puis mettre un peu d'électronique, mettre un peu des capteurs partout, un réseau de capteurs, et essayer de rassembler toutes ces informations-là, et du coup, on a aussi besoin de l'électronique embarquée. Nous, on va travailler sur des ondes ultrasonores, d'une manière générale, mais on va spécifier, on va travailler surtout sur un type d'onde qui s'appelle onde guidée. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail, j'expliquerai rapidement. On a parlé dans le titre de véhicules intelligents. Donc actuellement, le véhicule intelligent, c'est un véhicule qui est bardé de capteurs électroniques. C'est pour ça qu'on le rend intelligent. Donc il y a les capteurs, il y a les microcontrôleurs, et puis il prend des décisions tout seul. À titre d'exemple, l'Airbus A380 contient 300 000 capteurs, avec des terras de données à chaque atterrissage et décollage, et on arrive à prédire les entretiens en avance. Dans un véhicule thermique, on a plus de 140 capteurs dans la voiture, minimum, plus les microcontrôleurs. Et puis dans les véhicules électriques, c'est encore plus. Actuellement, il y a 40% du prix du véhicule, c'est de l'électronique. Donc tout ça, c'est les capteurs qu'on peut trouver dans un véhicule. Et généralement, le protocole utilisé, c'est le protocole CAN. J'en ai vu quelques-uns sur les posters, ils parlent de ça. Et il y a d'autres protocoles. Et toutes ces données-là, en fait, elles sont véhiculées par des câbles. C'est du cuivre. C'est le moyen le plus sûr dans un véhicule pour transporter, pour faire véhiculer ou déplacer cette information-là. Donc nous, on ne va pas travailler sur ça, on va travailler sur, on va essayer de remplacer ces câbles-là. Donc les câbles ont des inconvénients. Par exemple, il y a des endroits où on ne peut pas mettre du câble parce qu'il y a des éléments tournants. Ça tourne et ça peut, voilà. Et du coup, on ne met pas du tout de câble. De câble, on n'a aucune information. Il faut arrêter le véhicule et aller le contrôler. Et si on le remplace par de la Wi-Fi ou du Bluetooth pour avoir une solution sans fil, on a des problèmes de cache de Faraday. Les données sont dans l'air, donc tout le monde peut les intercepter et les modifier. Et puis, surtout, on consomme un peu d'énergie, il faut des batteries, etc. Donc, c'est pour ça qu'on a pensé aux ondes ultrasonores, dans la mesure du possible. On va exploiter la transmission de données ultrasonores pour envoyer des données de capteurs, des données numériques, en utilisant des ondes ultrasonores guidées, parce qu'elles sont multiporteuses et multimodales. Enfin, la multimodalité, elle peut permettre à envoyer des données à plusieurs fréquences et même à une fréquence sur plusieurs modes. Donc c'est pour ça qu'il y a multimodale et multiporteuse. Donc l'originalité ici de ce travail-là, c'est quelque chose de nouveau. On va parler de l'interaction. Donc l'idée, c'est d'étudier l'interaction des données avec l'endommagement et non pas de l'onde avec l'endommagement. On n'y est pas encore là, hein, mais ce qui est un nouvel indicateur, et cela nous permettrait peut-être d'identifier l'endommagement d'une manière plus précise. Sur la deuxième partie, je présente rapidement les notions de base sur les ondes guidées. Donc ici, vous avez sur la partie gauche la vibration d'une plaque mécanique, et la partie de droite, c'est la vibration d'un cylindre. Donc vous avez plusieurs types avec l'équivalence des modes de torsion, de flexion et de compression, sachant qu'à chaque fréquence, on a les trois modes qui coexistent ensemble.
ce qui complique les choses, contrairement aux ondes électromagnétiques. Il y a la partie aussi interaction d'endommagement. Ici, on a une fissure symétrique. On va envoyer un mode spécifique, ce qu'on appelle le L01, c'est un mode de compression longitudinal d'ordre 1. Et lorsqu'il arrive à cette fissure, comme toute onde, ça va se réfléchir et ça va se transmettre. Donc ça, c'est la partie classique. Et c'est très sympa de travailler avec ces ondes-là dans cette configuration-là. Sauf que les fissures sont réelles. Hein, n'en font qu'à leur tête. Elles ne se propagent pas d'une manière symétrique. Elles sont asymétriques. Elles se positionnent dans des endroits où on ne peut pas les voir. Et c'est ces fissures-là qui sont dangereuses. Et du coup, là, on a des conversions de mode qui vont compliquer la chose. Donc là, on n'a aucun moyen analytiquement de déterminer les coefficients par lesquels il y a ces conversions de mode vont opérer. On ne sait pas trop comment on fait, c'est pour ça qu'on fait des modélisations, simulations numériques. En plus de ça, il y a la dispersion de l'onde. Donc là, je ne vais pas en parler. Alors, également une brève vision sur les modulations numériques ou bien la transmission des données. Donc ça, c'est de la modulation numérique, mais de base. Hein, donc il n'y a pas de recherche sur ça, c'est connu, c'est archi connu. Donc on a la modulation, on va travailler sur la modulation ASK, la modulation OOK, et puis Binary Phase Shift Keying, c'est la BPSK, en modifiant le déphasage. Et qui dit modulation, dit démodulation. Donc il y a plusieurs types de démodulation numérique. Ici, c'est la démodulation numérique non cohérente, donc c'est une démodulation asynchrone, c'est-à-dire on n'a pas besoin de synchroniser la réception avec l'émission. Donc on a le signal transmis idéal hein, qui va arriver, on va calculer l'enveloppe directement. Avec ce enveloppe-là, on va choisir un threshold, un seuil, et puis par rapport à seuil, au-dessus de seuil c'est 1, en dessous du seuil c'est 0, tout simplement, et on va récupérer notre signal. Donc ça c'est la première méthode. La deuxième méthode, c'est la démodulation cohérente, et là on a besoin de la synchronisation de l'onde. Donc voilà, on va envoyer l'onde, on va synchroniser avec la porteuse, on va multiplier, après on va intégrer, on va choisir quand même un seuil, et puis on va décider de l'onde, on va décider est-ce qu'on récupère l'information 1 ou 0. Donc pour cela, donc en télécommunication numérique, il y a tout un processus, et parmi ce processus-là, c'est la caractérisation du canal de transmission. Donc la première étape, c'est la modulation numérique, mais je ne parle pas aussi de la partie cryptage et codage. Donc là, pour l'instant, ce n'est pas notre affaire. Donc c'est une transmission de base. Et puis, on va caractériser le canal de transmission. Généralement, c'est la ville ou c'est l'espace pour les télécommunications. Pour nous, c'est le médium, c'est la plaque, c'est la structure. Et puis, on va récupérer, démoduler, décoder, etc. On va utiliser des ondes de lampe, c'est les ondes guidées dans les plaques. Alors, comment on va caractériser le canal de transmission? Au niveau ultrasonore, on va acquérir des signaux spatio-temporels. Donc, à chaque position, on va avoir un signal. Donc, on aura une matrice en 2 dimensions. On va faire une transformée de Fourier à 2 dimensions. Et on va obtenir ce qu'on appelle les courbes de dispersion. Donc là, la partie bleue, on a la fréquence en fonction du nombre d'ondes. On a les différents modes existants dans cette structure-là. Et puis, on va remarquer ici, on va comparer également avec la simulation. Donc ici, c'est des calculs numériques ou analytiques un petit peu. C'est un mélange des deux pour avoir les modes et on va comparer. On trouve que ça coïncide très, très bien. Et on va voir dans quelle région, en fait, ça nous permet de choisir la région sur laquelle on va travailler. Est-ce qu'on va travailler uniquement avec le mode A0, S0, l'énergie de transmission et les fréquences. Donc là, on a détecté qu'on peut travailler sur entre 100 et 350 kHz. Et du coup, ça, c'est la plateforme expérimentale de communication pour étudier cette interaction-là avec... on a un ordinateur qui va contrôler un générateur de fonctions arbitraires pour envoyer les données et l'excitation avec la modulation des signaux à l'émetteur sur la plaque, donc qui va se propager sur une plaque. On va le récupérer, amplifier, on va le numériser dans un oscilloscope et l'envoyer à un ordinateur pour le traitement. Donc ça, c'est la photo du dispositif expérimental de laboratoire avec toute la chaîne d'acquisition.
Et maintenant, on va changer la fréquence. Et la fréquence, donc, la fréquence va être choisie entre... Du coup, là, on va parler uniquement télécommunication numérique. On va changer de vocabulaire. On ne parle pas d'ondes physiques. On parle de kilobits, 50 kilobits par seconde à 200 kilobits par seconde. Ça correspond de 50 kHz à 200 kHz de fréquence d'excitation. Donc, ce qui correspond à des cycles. Voilà, vous voyez le signal avec toutes les... Et on va envoyer un message binaire bien choisi. C'est un message de... Enfin, c'est des transitions de 1 et de 0. Et on va essayer de couvrir toutes les transitions possibles. De 1 vers 1, de 1 vers 0, de 0 vers 1, de 0 vers 0, etc. Donc, ça nous donne cette transition. Il y a quelques bits à envoyer. Il n'y en a pas beaucoup. Mais voilà, on commence à avoir une petite idée. Donc la première étape, c'est de travailler sur une plaque sans endommagement, une structure sans endommagement. On va envoyer les données d'un point A à un point B. On va varier la fréquence d'excitation en variant le nombre de cycles dans chaque bit. On va varier le seuil, et pour chaque seuil, on va récupérer l'information. Et puis sur la cartographie, on va calculer ce qu'on appelle bit error percentage. C'est le pourcentage d'erreur sur le nombre de bits reçus. Ça existe partout sur vos téléphones portables. Et on va le calculer avec cette manière. Donc ici, c'est une seule configuration. Et on va faire des milliers de configurations. Et on a des constructions, on a des chevauchements constructifs ici, destructifs. Par exemple, ici, on a perdu... Ça, c'est la séquence qu'on a envoyée. Donc, en fonction du seuil... Donc, si on prend le seuil à 0, ben on voit ici qu'il y a une erreur, ici il y a une erreur, ici il y a une erreur. Et lorsqu'on change le seuil à un endroit précis, ben on arrive à récupérer à 100% notre message. OK. Donc, on va obtenir ce type de cartographie qui va nous permettre de calculer le BEP. Et puis, on voit que donc, là où c'est bleu, c'est là où on peut travailler, tout simplement. Donc ça, c'est ASK et OOK avec les pourcentages. Et puis ici, c'est le BPSK. On a une erreur de 54% et quasiment, il n'y a aucun, ni la fréquence, ou la vitesse de communication, ni le seuil nous permettent de travailler sur, voilà, avec cette modulation. Et puis ça, c'est pour la démodulation cohérente. Donc on montre aussi, on calcule les intégrales sur les bits. On va choisir un seuil et en fonction du résultat de l'intégrale, on considère que c'est un 1 ou un 0. Et du coup, le BPSK, en fait, le seuil est à 0. Du coup, on n'a plus une cartographie, on a juste une courbe. Ce qui simplifie les choses. Donc ici, on n'a pas vraiment amélioré les choses. En revanche, en BPSK, on a bien amélioré les choses avec cette démodulation cohérente. Donc pour la quatrième partie, et c'est la partie la plus importante, on va démoduler par intercorrélation. Ce qui nous permet de récupérer le signal à 100%, même lorsqu'il y a un endommagement, dans un premier temps. Et dans un second temps, ça nous permet d'évaluer l'endommagement. Donc comment on va faire? Donc on va, donc ça c'est le protocole, donc il y a la propagation d'ondes physiques, on va... Par intercorrélation, on va, en fait, on va éviter tous les problèmes de dispersion, tous les problèmes de réflexion sur les bords, les erreurs, la transformation du signal par le capteur en lui-même, en excitation ou bien en réception, et la réverbération. Et s'il y a des endommagements, donc on va prendre en compte tout cela. Voilà. Donc après, on va démoduler et on va compenser ça. Alors, comment ça marche la démodulation par intercorrélation? Donc, on va prendre un signal d'excitation, c'est large fréquence, large bande. Donc ça, on va caractériser le canal, on va l'envoyer, on va récupérer l'information. Et là, voilà, on va faire une hypothèse. C'est notre signal de base, de référence. On considère qu'il n'y a pas d'endommagement, ça sort de l'usine. Donc c'est le seul inconvénient. Et du coup, c'est notre référence. Ensuite, on va envoyer notre information, c'est des 1 et des 0. On va récupérer le signal, et puis on va faire une intercorrélation avec le signal du base, avec voilà, la fonction d'intercorrélation très basique ici. Et puis on va récupérer nos données avec cette méthode-là. Ici, c'est juste pour montrer qu'on peut travailler soit
en synchronisant l'émission avec la réception, soit sans synchronisation du tout. On a fait ça proprement, on a vu qu'il n'y a quasiment aucune différence. Ça, c'est le résultat de l'intercorrélation normalisée. Et puis, on va refaire la même chose comme tout à l'heure. On va modifier le seuil pour ASK et OK. Par contre, BPSK, il n'y a qu'un seul seuil, c'est 0, parce que voilà, ça alterne entre le positif et le négatif. Et voilà, on a grandement amélioré les résultats. Donc, on a des erreurs entre 14% et 5% sur le BEP et 0% sur la BPSK. Donc, on a rattrapé toutes les erreurs de la structure et on envoie une donnée, on la récupère à 100%, sans modification et sans erreur, jusqu'à 200 kilobits par seconde. On est même allé au-delà, jusqu'à 350 bits par seconde. Après, on a introduit des endommagements sur la structure pour voir est-ce qu'on peut récupérer ces données-là lorsqu'il y a un endommagement qui se crée ou juste voilà, par curiosité. Et là, on a obtenu la même chose. Pardon. Donc ici aussi, on est parti à 350 kHz. Pour la dernière partie, donc c'est pour la détection de l'endommagement, et là c'est un peu plus compliqué parce qu'il n'y a pas de théorie, et l'expérimentation, on a des résultats assez critiques. Et là, on a fait un peu de simulation numérique par élément fini, comme ça j'en passe les détails, on excite un seul mode, on étudie les différents endommagements avant de passer à l'expérimentation. Donc le protocole c'est la même chose. Par contre là on a une plaque, la difficulté c'est que en recherche, c'est qu'ils font une plaque saine et une plaque endommagée. Et on va comparer on fait l'intercorrélation entre les deux plaques, ce qui n'est pas le cas dans la réalité parce qu'on va travailler sur la même structure. Voilà, donc ça, on va sélectionner un seul mode pour l'excitation, on va sélectionner ce mode-là à la réception pour simplifier les choses et les calculs, et on va faire Donc ça, c'est le résultat d'intercorrélation sur différents endommagements. Et puis, on voit ici que plus l'endommagement grandit, plus le coefficient de réflexion en puissance diminue. Ça, c'est pour le mode, c'est pour un endommagement symétrique, et ça, c'est un endommagement asymétrique. Donc ici, on est vraiment très limite. Au niveau expérimental, on ne peut pas vraiment le réaliser, on est inférieur à 5%. Alors au niveau asymétrique, là, on arrive bien à identifier, donc c'était le deuxième objectif de cette thèse-là, c'est l'identification de l'endommagement, on arrive bien à l'identifier avec une bonne précision. Et du coup, voilà, tout ça c'est le protocole pour envoyer un bit d'inspection, envoyer des données, faire l'intercorrélation sur le premier bit d'inspection, on va identifier l'endommagement, et sur toute la séquence après avec l'intercorrélation, on va récupérer notre signal à 100%. Donc on a 2 en 1. Voilà, donc ça, c'est les résultats expérimentaux avec les zooms, etc. etc. Et ça, on termine par toujours une validation expérimentale des résultats numériques et on voit qu'on est bien dans le... Voilà. Pour une encoche asymétrique, on arrive bien à descendre. Par contre, symétrique, c'est très faible et on a du mal à distinguer ça. Donc je m'arrête ici pour la conclusion. Donc ici on a mélangé un petit peu, c'est une thèse pluridisciplinaire, on a mélangé un petit peu les ondes ultrasonores avec les ondes de télécommunication numérique. On a couvert tous ces aspects-là au niveau recherche. C'est des thèses un peu difficiles à gérer, mais voilà, c'est un début. Merci. Très bien. Très bien, merci beaucoup Anouk pour cette très bonne présentation. Donc on va commencer par les questions. Je vous remercie pour cette présentation. C'était très intéressant comme domaine. Il y a plusieurs domaines. Moi, ma question, c'est concernant le seuil de détection. Il y a un seuil fixe, calculé par rapport à la méthode de modulation et de modulation. Donc, si on va dans un carré où il y a plusieurs sources de bruit, donc ça peut monter donc dans certains cas, on voit que le niveau de bruit peut monter, voilà, et va fausser la détection. Donc il y aura beaucoup de mauvaises détections.
Donc, il y a des travaux dans le domaine de télécommunication qui travaillent avec le seuil adaptatif. Mais il faut, c'est-à-dire, modéliser le bruit. Voilà. Est-ce que dans vos travaux, c'est-à-dire, vous avez modélisé le bruit, surtout dans le cas d'un véhicule électrique, par exemple? Ok, donc j'ai deux réponses. Une réponse courte, c'est non. Et une réponse longue, justement, nous, on a travaillé avec de la modulation, démodulation. On a essayé plusieurs, donc on a essayé ASK, OOK et BPSK. Donc ASK et OOK en démodulation cohérente, on va effectivement changer de bruit, changer de seuil, de niveau de seuil. Nous, le bruit, on l'élimine. Donc ce signal-là, il est déjà filtré. Pour cette partie-là, on l'élimine. La modélisation du bruit, elle existe en télécommunication, on l'injecte, on peut l'injecter facilement, on peut l'étudier. Mais nous, on a fait mieux. C'est que le bruit, en utilisant le BPSK, pour la partie seuil, on n'a pas besoin. Il est fixe, c'est 0. Supérieur, en fait, notre seuil, on ne peut pas le bouger. Il est à 0, quel que soit le bruit. Supérieur à certains, voilà, supérieur à 0, c'est 1, inférieur à 0, on va faire une enveloppe. Et c'est pour ça qu'on a utilisé le BPSK. Le BPSK n'a pas fonctionné au début, lorsqu'on modifie le seuil. C'était la pire des solutions. Mais lorsqu'on a utilisé l'intercorrélation, c'était la meilleure des solutions. Voilà. C'est pour ça que le seuil, ici, on n'en parle pas. L'étude de bruit, elle est intéressante pour le calcul du BEP, mais pas dans ce cas-là. Ce cas-là, c'est des cas de base. Donc l'idée, après, j'en ai pas parlé des perspectives, c'est d'utiliser des nouvelles méthodes en recherche sur les télécommunications numériques, l'OFDM, et il y a d'autres modulations. Voilà, on parle de cas récentes. Et là, oui, il y a besoin d'injecter du bruit et d'étudier, voir la qualité du signal. Ça, c'est pour affiner les résultats et augmenter le ordre de détection. C'est l'utilisation de. Quand on a plusieurs sources de bruit, c'est ça le problème. Plusieurs sources de bruit. Oui. Voilà. En fait, l'intercorrélation élimine tout ça. C'est l'intercorrélation qui va comparer deux signaux. Donc, on va faire glisser un signal par rapport à l'autre et on va calculer le taux de ressemblance. Et du coup, dans un cas réel. Oui, c'est dans un cas réel, ça. Oui. On arrive, parce que là, on a fait de la simulation sans bruit et on a fait de l'expérimentation. Et c'est ça l'avantage de l'intercorrélation. Il y a pire, en fait, c'est pas vraiment le bruit qui nous embête au niveau des ondes ultrasonores, c'est la température. Si vous faites des mesures le matin et l'après-midi avec 5-6 degrés de différence, les ondes ultrasonores ne se propagent pas à la même vitesse. Et là, c'est terminé, quoi. Très bien. Merci. Une autre question? Merci. Donc, j'ai une question qui concerne beaucoup plus la partie réception des données, c'est le capteur. Vous avez utilisé des capteurs sans fil dans cette application ou avec câble? Parce que les capteurs sans fil, c'est un avantage à la données. Dans le domaine des ultrasons, on a l'habitude de travailler avec des pastilles PZT classiques. Maintenant, est-ce que c'est des pastilles autres qui s'adaptent à cette application? Et surtout, l'amplification qui vient juste après, parce que c'est des signaux très très faibles. On a l'habitude d'amplifier jusqu'à 40 dB pour avoir un signal utile. Enfin, toutes ces questions, vous devez bien avoir des informations. Merci. Ouais, alors, le fil, il en faut, pour l'instant. il y a deux parties. Dans ce travail de recherche, ça, c'est la partie recherche. Donc, les deux capteurs sont là, ils sont filaires. Il y a l'amplification, c'est la première des choses. On ne va pas jusqu'à 40 dB. Après, ce qu'on fait, on fait une moyenne. Les ondes guidées, en fait, elles sont tellement régulières. On arrive à moyenner. Et on arrive à, même sans amplificateur, on va arriver à un signal assez propre. Et voilà, donc c'est du matériel de laboratoire qui coûte très cher. Et à partir de là, donc pour l'instant, pour passer à un capteur sans fil,
En fait, c'est un système en chip. Le système en chip, il faut de l'électronique embarquée, il faut des microcontrôleurs embarqués, il faut une batterie qui va alimenter ça, et il faut pas mal d'énergie pour exciter le signal, et pas mal d'énergie pour l'amplifier. Et je ne sais pas ce que je l'ai mis dans les perspectives. Après cette thèse qui a été soutenue en 2022, donc moi j'ai initié quelques projets avec les étudiants, et on a fait ça. Donc ça, c'est de l'embarqué. Donc vous avez toute la partie gestion de l'énergie, alimentation, amplification de l'émission et de la réception ici. Et puis on a remplacé l'oscilloscope, générateur de fonctions arbitraires et ordinateur par une carte électronique embarquée à base d'FPGA. Et du coup là, on a tout le système est embarqué. C'est un premier prototype. On a fait 7 qui marchent très bien. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à la question. Juste une dernière. Oui. Quel type de carte c'est FPGA? Ça, c'est une Red Pitaya. Ouais. Donc, il y a la partie émission et réception intégrée en émission. Il y a, ouais, ça remplace, oui, c'est la partie. Il y a un FPGA, il y a un microcontrôleur type Arduino. Donc il y a les deux. Il y a des GPIO. Et puis on la programme avec Jupyter. Et puis il y a même, en fait, l'idée ici, si vous voyez, il y a des clés USB. L'idée, c'est de récupérer l'information, les données, les signaux, les enregistrer sur une clé USB pendant une année. Et on a un doublon pour assurer la sécurité sur une année. On n'a pas besoin de perdre. Voilà. Okay. Très bien, merci. Une dernière question, peut-être. Oui. Je vous remercie pour Voilà. je me rappelle déjà cette présentation. Donc, vous avez déjà présenté au CRT le micro web. Oui, il faut le mettre juste. Il faut proche. Donc, j'ai posé une question à la fois passée. Ce qui est intéressant là, c'est le système de modulation et démodulation par cette technique de télécommunication, donc une autre manière de faire transmettre des signaux. Donc, ce qui est vraiment va avoir une place, c'est on l'utilise dans le contrôle des sous-marins. Donc, si on utilise cette technique de communication avec un sous-marin, donc il aura vraiment une importance. Voilà, c'est quoi, c'est une question ou c'est Oui, j'ai compris. Oui. Ouais, okay. Donc, au CRT, il y avait une partie sur ça que j'ai présenté, et puis là, aujourd'hui, j'ai rajouté toute l'étude complète avec l'intercorrélation que je n'avais pas présentée. Et pour les sous-marins, je pense que j'avais déjà répondu. Un sous-marin, par défaut, il faut qu'il ne soit pas détectable. Si on met des ondes ultrasonores sur la structure externe, en fait, tous les feux sont allumés. Hein. Il est en plein phare. Hein. Oui. Comment? Donc, même les ondes sonores sont détectables, donc, sont utilisées déjà par les sous-marins, sont détectables. Donc, c'est le décryptage, il y a des techniques pour décrypter les signaux envoyés. Donc, je propose que vous continuez la discussion tout à l'heure, Mais si la vous voulez. manière d'envoyer des signaux avec efficacité par cette technique de modulation, donc on aura une station de réception sur le sous-marin et une station d'émission et de réception sur le bord. Donc, les sous-marins militaires, tout dans le sous-marin militaire, c'est passé. Donc, qu'est-ce qu'il y a parce que, comme je vous dis, ça va détecter, exposer. Tout est passé. Mais qu'est-ce communication même pour le cas du capteur. Ouais. Une station qui a les microcontrôleurs, les émetteurs de cette technique et les récepteurs, donc, et les autres, dans l'autre côté, il y a une station de contrôle. Excusez-moi, vous allez continuer à discuter peut-être à la pause café. Voilà. On va passer à la prochaine présentation.
On passera à la prochaine présentation. J'invite Serafine Benny à nous rejoindre. Une présentation professeur émérite à l'Université de Lorraine à Nancy en France et qui va nous présenter un sujet autour de l'alliage. Tu as besoin de rupture technologique de sources de matière pour les applications aérospatiales pour le stockage et le véhicule électrique. Il n'y a pas d'ordinateur. J'ai pas d'ordinateur, j'ai un Mac, je suis désolé. Pas de souci. On va essayer de rattraper les dizaines de minutes qu'on a. Juste pour rappeler aux collègues de libérer les chambres durant la pause café. Pour pas dépasser une minute. Une information utile pour l'aspect logistique. Donc, c'est appliqué, vous avez 25 minutes pour nous présenter ce sujet intéressant. J'espère qu'il le sera. C'est un sujet qui n'est pas dans le fil conducteur du séminaire qui est là. Moi, je suis dans les matériaux et non pas dans les matériaux, ou plutôt dans le véhicule électrique. Donc, c'est plutôt un exposé de provocation. Donc, vous verrez, il y aura énormément de provocations, c'est dans ma nature. D'ailleurs, le titre, quand on voit, c'est تحدي في علوم المعادن طيران الفضاء الجوي المركبة الكهربائية وتخزين الهيدروجين. Donc déjà, c'est un peu de la provoque. Alors, le président de séance m'a présenté. Je suis prof émérite à l'Université de Lorraine, à Nancy. Et donc, je fais partie de deux laboratoires qui sont le LabEx Damas et puis l'Institut Jean Lamour. Alors, je vais me permettre de remettre ça à chaque fois. C'est un hadith du prophète. Tous mes collègues qui sont passés devant moi ont dû l'appliquer, mais moi je vais insister dessus. من علم علما وظن به على أخيه المؤمن جاء يوم القيامة ملجما بلجام من نار. Hadith Nabawi Sharif. Si je veux le traduire, c'est celui qui acquiert une science et la dissimule pour ses frères, il viendra le jour de la résurrection bridé avec une bride en fer. Donc, nous sommes tous pour répondre à ce hadith-là. Alors, j'ai entendu mes collègues, mais il n'y a que de la provocation. Tension, courant, la résistance, mis à part la loi du Kirchhoff, la loi d'homme, j'ai compté, il y a 1 tiers de filles, 2 tiers de garçons, et c'est la loi d'homme. Donc la charge, la décharge, la pile, la batterie, l'accumulateur, les bornes, donc il y a un problème. Le potentiel, le courant, la différence, volt, ohm, U égale RI, c'est la relation la plus simple que j'ai eu à enseigner quand j'étais enseignant juste à côté dans l'Académie militaire interarmes de Cherchel. J'avais enseigné ces notions-là il y a très longtemps, c'était dans le siècle passé. Et donc, cette relation-là, elle a engagé 3 savants italiens, allemands, France, c'est volt, ohm et ampère. Et puis, ce qui nous intéresse ici, c'est la pile. Donc, pourquoi la pile? Eh ben, j'ai cherché, et puis ça remonte à 1980. Officiellement, c'est Ernesto Volta qui a découvert, qui a mis à jour cette découverte-là. Donc, il a empilé des métaux
cuivre, zinc notamment, et puis il les a séparés par un électrolyte, mais c'était, en fin de compte, c'était des rondelles de feutre imbibées par de l'eau salée, et donc il a découvert comme ça qu'il y avait du courant, parce qu'il y avait une polémique avant, mais je ne vais pas rentrer dans les détails, probablement vous la connaissez. Et puis je me suis posé un point d'interrogation là, comment ça se fait que on ne parle pas ni des musulmans, ni des arabes pour ce type de découverte? Ben, j'ai fait une petite recherche, et voilà, à la grande surprise, ça date du IIIe siècle avant Jésus-Christ. On avait déjà fait une pile de ce même type-là, exactement la même chose, et vous voyez le schéma, il ressemble exactement à la pile de Volta, et on se demande, je me suis toujours demandé comment ça se passe dans ce cas-là. Donc c'est exactement là. Et la polémique, enfin la controverse, c'est que c'est pas possible, il n'y a pas de fil qui sortent, donc ce n'est pas une pile. Je trouve que c'est un peu léger comme controverse. Voilà, donc je vous laisse. Et donc c'est à Bagdad, donc un peu loin d'Italie. Donc Monsieur Ernesto Volta, il a eu un grand prix avec devant le Napoléon. Et donc voilà. Et puis ça continue, la pile. Puis on arrive à la batterie lithium, la pile ou la batterie ou l'accumulateur, c'est la même chose. Et donc c'est la batterie Li-ion. Donc les ions, c'est des oxydes lithaires, comme on les appelle. Et en 2019, c'est bizarre, c'est l'année du Covid. Et donc vous avez un prix Nobel qui a été attribué à ces gens-là, très respectables, pour le développement de ce type de batterie. Voici le type de schéma qu'ont présenté mes camarades hier et probablement aujourd'hui. Donc vous avez ici la batterie, c'est 3 pièces importantes, c'est la cathode, l'anode, et puis l'électrolyte, et puis vous avez un séparateur, très important le séparateur, puisque c'est là où je veux intervenir, le séparateur qui est là, qui sépare les deux milieux. Et voilà, donc vous avez la charge, la décharge. Je ne vais pas parler du potentiel chimique parce que ça nous emmène un peu loin. Et donc je vais rester là. Donc voilà, une batterie. Vous avez l'anode, c'est négatif. L'électrode, c'est positif. La cathode, pardon, c'est positif. Et puis vous avez l'électrolyte qui est là. Alors, ça ne pose pas de problème. Donc l'anode, l'électrolyte, ça ne pose pas de problème majeur. Mais par contre, les matériaux de la cathode, ça pose des problèmes. Et dans les matériaux de la cathode, vous avez, j'ai listé ici, mais comme je suis un cristallographe malade, donc j'ai mis les groupes spatiaux de tous ces matériaux qui sont là. Donc vous avez le NMC, vous avez toutes les, en dessous les NMC, donc 111, 622, 811, puis vous avez les autres qui sont là, qui sont dédiés à la voiture, d'autres qui sont dédiés au smartphone, etc. Les applications sont connues. Et donc, je rappelle là-haut, c'est les oxydes lithiaires. Donc, vous avez le lithium, L+, et puis tout ce qui est à droite, c'est l'oxyde lithiaire, qui vient de lithium. Alors, ça pose un problème, le lithium nous pose un problème. Donc, il y a 2 problèmes majeurs. C'est un problème écologique, c'est la pollution pour extraire le lithium, dont nous sommes très riches en Algérie, le lithium. Beaucoup de gens nous l'envient. Et puis, il y a un problème métallurgique, c'est la solidification. Et le Stade Kadim a parlé hier de la dendrite. La dendrite qui se développe à partir de la cathode et qui vient pousser vers le séparateur et qui va le percer. C'est un solide qui se développe, c'est du métal qui se développe, et il va toucher et puis il va faire un trou, et puis c'est le court-circuit. Ben, si vous avez ça pendant que vous êtes entre Cherchell et là, vous êtes en panne. Alors, quelle est la solution pour ces 2 problèmes? Bon, le problème de l'élaboration du lithium, ça c'est un problème de la planète, c'est pas uniquement de l'Algérie ou d'ailleurs. Je rappelle qu'il y a des pays qui se targuent d'être protecteurs de l'écologie. Ben, ils sont revenus pour... C'est un pays qui est en face et qui veut rouvrir les mines de lithium.
Je crois que vous connaissez ce véhicule-là. Je ne demande aucun droit de publicité. Alors, notre problème, quels sont les métaux, puisque moi je suis dans les métaux, quels sont les métaux qui sont sous le capot de la voiture électrique? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris Mendeleïev, mais pour la provocation, je l'ai étalé comme il aurait dû être fait. Donc là, vous avez, il y a 118 éléments, cette période, on les compte comme ça, cette période, et puis vous avez 18 colonnes, ou 18 colonnes groupées, vous reconnaissez les alcalins, les alcalins terreux, les lanthanides, les actinides, les métaux pauvres, les métalloïdes, les métaux de transition, très importants pour nous, et puis vous avez les métalloïdes, vous avez les non-métaux, il n'y en a pas beaucoup, et puis vous avez les halogènes, et puis vous avez les gaz nobles. Ce qui nous intéresse, nous, c'est les métaux. Et vous voyez, j'ai même une baguette pour ça, en métal, magnétique. Donc tout ça, c'est là où on peut puiser pour remplacer la cathode, donc vous travaillez sur la cathode. Eh bien, c'est ce que nous allons essayer de faire. Donc j'ai remis le tableau comme on a l'habitude de le voir, avec les lanthanides et les actinides qui sont en bas, qui sont les métaux rares, qui ne sont ni métaux ni rares, les terres rares, pardon, qui ne sont ni terres ni rares, c'est plutôt uniquement des métaux, tout simplement, qui sont très spécifiques. Et j'attire l'attention, j'allais dire, ailleurs on aurait dit cocorico, ici j'aurais dit fennec. Donc là, on a les 20% de richesse du monde, elles sont chez nous. Il ne faut pas aller creuser. Si vous allez de Cherchell à Tizi Ouzou, vous allez récolter tous les métaux, les terres rares, elles sont là, sous les pieds, mais simplement on ne les connaît pas. Vous avez le métal qui est là. Sur Terre, nous en avons, sans aller le chercher, la plus grande richesse au monde. Mais vous ne savez pas où c'est. Sinon, vous nous aurez dévalisé. Donc voilà, on a vu les, pardon, j'ai passé un peu rapidement, les métaux qui nous intéressent, ils sont là. Donc ceux qui sont encadrés là-bas, c'est les métaux qu'on trouve dans la batterie, ils sont combinés, ils font des oxydes avec le lithium qui est le premier tout là-haut. Et donc, nous, ce qu'on va faire, on va essayer de trouver une autre solution pour le lithium. Donc pour le lithium, voilà ce que nous proposons, c'est mon titre provocateur, c'est les HEA, bouleversement en sciences des matériaux. Et donc, ces matériaux-là, c'est la combinaison de métaux qui normalement ne se comportent pas comme on l'avait prévu, mais ils ont un comportement, d'habitude quand on dit un acier il est dur, il est fragile. Là, c'est pas vrai. Il est dur et ductile. Donc ils ont des comportements anormaux. Donc on va profiter de ça et on va essayer de faire. Et donc on les a, applications, si vous allez sur Internet, je n'ai pas voulu mettre la courbe, c'est phénoménal. Chaque jour, vous avez une centaine d'articles qui sortent, qui sont publiés, notamment par nos amis chinois. Et donc c'est dans la santé, dans le biomédical, sur les implants dentaires sur lesquels je suis en train de travailler. Et vous avez dans le stockage d'hydrogène, je vais faire un peu de provocation pour nos amis qui ont parlé, et puis dans la télécommunication, dans le transport, dans les véhicules électriques, dans le stockage d'hydrogène, et donc je vais en parler un tout petit peu. C'est quoi les alliages à haute entropie de mélange? Tout simplement, vous connaissez la relation de Gibbs qui est là-haut, Gibbs qui est là, delta G égale delta H moins T delta S. H c'est l'enthalpie, S c'est l'entropie. Et donc c'est le S qui est là, qui va contrecarrer l'enthalpie de mélange pour diminuer le delta G et donc stabiliser le matériau. Donc c'est ça. Et qu'est-ce qu'on fait d'habitude? Là, ce terme d'entropie, on va voir comment on peut l'augmenter. Donc quand on regarde ce terme-là, il y a 5 termes qui entrent dans l'entropie de mélange. Et le plus important d'entre eux, c'est celui-là. C'est l'entropie de configuration. Je le laisse s'asseoir. Là, l'entropie de la salle est nulle. Donc, on a une seule configuration. L'entropie est nulle. Si la demoiselle qui est là se met là-bas, donc je vais avoir 2 configurations. Et donc, comme ça, je vais augmenter. Si mes métaux changent de position, donc je chauffe, ils vont changer.
Mais si toutes les personnes qui sont là sont toutes des mêmes personnes, donc si elles changent de position, je ne le vois pas. Pour moi, l'entropie est nulle. Mais par contre, si je mets, comme c'est le cas ici, une femme, un homme, qui change de position, l'entropie va augmenter. Donc comme ça, je vais diminuer l'énergie de Gibbs et donc je vais stabiliser. Donc le terme qui nous intéresse, c'est celui qui est en bas. Avant, on était là. Dans les binaires, dans les aciers, l'entropie de mélange, c'est 0,69 R, R étant la constante des gaz parfaits, et N, le nombre d'Avogadro, et K, la constante de Boltzmann. Et donc, vous voyez comment évolue la courbe, comment elle augmente. Et donc, nous, on est dans les alliages à forte entropie de mélange. On est là, c'est dans les quinaires, et donc on est là. Pardon, ça c'est les septénaires. Les quinaires, c'est là. Donc, vous voyez comment ça a augmenté. Et donc, ça va permettre de diminuer l'entropie de l'énergie de Gibbs. Alors, avant, on avait les règles de Humrofri, donc qui sont là, qui nous disent que lorsque vous avez A et vous rajoutez B, si A et B ont la même structure, cubique centré, et si le rayon atomique est inférieur, la différence RA moins RB sur RA est inférieure à 15%, et vous avez la même valence, vous avez la même électronégativité, ben vous allez avoir une solution solide. C'est le cas de l'acier, vous rajoutez du carbone, c'est exactement le cas. Si vous dépassez 15%, ben vous allez former des phases intermétalliques, notamment la phase sigma, qui est néfaste pour les aciers, donc vous allez casser. Donc c'est pas bon. Eh bien, avec les alliages que vous avez ici, donc c'est voilà la règle de Humrofri. Donc j'ai l'énergie de Gibbs qui est là, les deux solutions A et B, et puis vous avez la stable qui est là. C'est lorsque je suis dans la configuration inférieure à 15%, même structure, etc. Et donc si je passe maintenant à la configuration qui est là, où j'ai augmenté la taille des rayons, voilà ce que j'obtiens. Je vais avoir la solution solide, et puis un intermétallique qui va se développer, et qui est, pour les propriétés, qui n'est pas intéressant, qui est même néfaste. Voilà, ça c'est Humrofri. Là, j'ai pris, dans le cas des alliages de HEA, donc j'ai pris 5 éléments, même pourcentage atomique, et puis j'obtiens, normalement, c'est ce qu'ils ont vu, on a vu qu'on obtenait une solution solide qui est là. C'est la courbe qui est là. Et puis, par mauvaise chance, les premiers ont trouvé ça, mais les gens qui ont suivi, eh ben, ils ont trouvé qu'il y avait aussi des intermétalliques. Voilà, c'est ce qu'on voit. Donc, le nec plus ultra, c'est d'avoir une solution solide, uniquement la courbe qui est noire ici, l'avoir tout en bas, et donc j'ai une solution solide, et donc je n'ai pas de problème. Et donc, malheureusement, ce n'est pas grave. Alors, donc là, je passe. Alors, ils ont fait des modèles pour prédire les HEA. Et donc, ces modèles-là, c'est des aspects thermodynamiques, stériques, c'est-à-dire des longueurs, électroniques, chimiques, et ils ont sorti des équations, des tableaux, ils sont là. J'ai fait un, j'appelle ميعداد تنبؤي بما راح تكوين سبائك ذات الانتروبيه العاليه اعتمادا على معلومات ديناميكيه حراريه ستيريكيه الكترونيه وكيميائيه والامزجه تاعها. Donc, et vous avez tout ça. Quand vous avez votre alliage, vous regardez, vous n'êtes pas dedans. C'est à côté, soit à gauche, soit à droite. Il y a un qui marche. C'est pas terrible. Et donc, donc c'est bien d'avoir fait ce type de choses. Ça vous guide. Vous savez exactement à peu près ce que vous allez avoir, mais vous n'aurez pas exactement ce qui est prédit. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? Je voulais fabriquer un alliage de forte entropie de mélange, réfractaire et léger. Donc la température d'utilisation est très haute température, et il faut qu'il soit léger. C'était dans un but pour l'aéronautique. Bon, j'ai mélangé titane VAL, que j'appelle le titanival. Je mélangeais, et puis je vais observer au microscope électronique. Donc, alors, le choix de ces 5-là, titanival, si je considère uniquement ceux que j'ai coloriés en rouge, je vais avoir, pour les quinaires, 15 000
possibilités. 15 000 alliages que je peux faire. Donc vous imaginez, eh ben, les Chinois, comme ils ont beaucoup de main-d'œuvre, dans leur laboratoire, ils publient énormément d'expériences sur des alliages de ce type-là. Et donc là, il faut le faire. Donc moi, ce que j'ai fait, j'ai pris mon alliage pour des raisons que j'ai expliquées. Donc voilà, j'ai fait de la thermodynamique une prévision avec un diagramme CALFAD, thermocalque. Et donc, j'obtiens des choses qui dépendent de la base de données que j'utilise. Si j'utilise les bases de données qui ne sont pas adaptées, je ne vais pas avoir le résultat que j'ai obtenu expérimentalement. Et donc là, c'est le dernier que j'ai, la dernière simulation avant de venir ici, je me rapproche de ce que j'ai trouvé. Donc j'ai trouvé une phase intermétallique qu'on appelle la C14, qui est la phase de lave, et puis d'autres phases d'équilibre, etc. Et donc je me suis amusé à faire ça. Et puis, je suis parti regarder mon titanival. Donc, j'ai rappelé ici, c'est 20% atomique pour les 5 éléments. Et donc, voilà, j'ai fait de la microscopie électronique, puisque c'est mon péché mignon, et de la spectroscopie. Donc, voilà, mon échantillon, c'est là un petit bouton qui est là. Les petits noirs qui sont là, c'est des pores. Et donc, je me suis écarté des pores qui sont là. Et je suis allé regarder, voilà ce que j'observe. Quand je regarde comme ça, les gens qui ont fait un peu de métallographie, ben on voit qu'il y a 2 phases, et puis vous avez des composés intergranulaires, des agrégats lamellaires, pardon, qui sont là, et donc je suis allé les taquiner. Donc ça ressemble à un tigre qui saute là-bas. Voilà, donc j'ai les phases que j'ai appelées alpha et gamma, et donc je suis allé les étudier. Donc ça, c'est des images HADF, donc plus c'est clair et plus le Z est important. Et donc voilà ce que j'ai fait. Donc j'ai étudié par microscopie électronique et en diffraction les structures, et j'obtiens pour la phase que j'ai appelée alpha, c'est une structure cubique centrée. Et son groupe spatial, c'est IM-3M. Et puis l'autre phase, gamma, j'en parlerai éventuellement, mais c'est un résultat exceptionnel, mais j'en parlerai probablement après. Donc j'ai étudié gamma, et ben, je trouve que c'est une phase hexagonale. Le groupe spatial P6M3MC, et dont le paramètre de maille est très important. C sur A égale racine de 8e, pour les gens qui ont fait des matériaux, C sur A égale racine de 8e, c'est hexagonal compact. Et j'ai analysé cette phase-là. Voilà, j'ai trouvé ces paramètres de maille qui sont là-bas. Et voilà, il y a des défauts qu'on connaît, il y a des défauts d'empilement. Et puis, j'ai étudié la phase alpha qui est là, et on voit, on devine, pour les gens qui sont habitués, on voit des dislocations dedans. Alors, je me suis dit, je vais calculer la densité de dislocation. J'ai fait du Williamson-Hall, et donc j'ai tracé à partir des pics, et je détermine la taille des grains, la densité de dislocation. Et donc, je ne vais pas vous embêter avec tout ça, c'est des détails très importants pour moi, mais probablement pas pour vous. Et donc, voilà, je résume tous les résultats qui sont là. Eh bien, j'ai trouvé la phase intermétallique. Pour moi, le résultat le plus important, c'est la phase intermétallique qui est là, P6-3MC, elle est hexagonale, elle représente les 80%, c'est la phase de lave. Et la phase de lave, je ne sais pas si vous le savez, certains me hochent la tête, eh ben c'est un absorbant d'hydrogène. Donc j'ai un matériau qui va absorber de l'hydrogène. 80%. Donc je peux doser ma composition pour avoir 100%. Mes collègues chinois, ils ont utilisé 12 éléments d'alliage. Moi j'ai la chance, avec 5, j'ai trouvé. J'imagine que si Tigène... Hein? Donc j'ai fait ça, donc je suis très content de ça, un résultat très important du point de vue scientifique et puis industriel. Et qu'est-ce que j'ai analysé la composition chimique, et puis je suis allé là, je ne sais pas s'il est là, la personne qui faisait du sputtering. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mes 5 éléments d'alliage et je les ai pulvérisés. J'ai fait de la pulvérisation magnétron. Donc, et qu'est-ce que j'obtiens? Un résultat exceptionnel, tout est amorphe.
amorphe, regardez. Ça, c'est, j'ai changé les températures. C'est un résultat, je suis venu avec les résultats en partant de Nancy. Donc voilà, amorphe, la structure est très homogène. Regardez comment c'est homogène. Et c'est un verre métallique. Amorphe. Et dans les utilisations pour les verres métalliques, elles sont importantes. Je te cherchais. Et tu avais l'entropie pour 0. Eh ben, j'ai fait les températures. Donc, quand je change la température de dépôt, la structure change. Donc, voilà, c'est un verre métallique. Regardez, l'homogénéité de la structure, elle est vraiment incroyable. Moi, je n'en croyais pas. Le thésard m'a envoyé les résultats. Je me dis, c'est pas possible, t'es sûr? Ah oui, c'est là. Donc, on a analysé la composition. Et c'est un verre métallique. Et je peux éventuellement faire de la DSC, voir la température de recristallisation et éventuellement chauffer à température. On a déjà fait les calculs, c'est vers 800. Donc, je peux le rendre cristallin. Donc, amorphe, je peux passer au cristallin. Et les applications, dans ce cas-là, elles sont immenses. Toujours dans le cadre de la provocation, voilà ce que j'ai fait de mon verre métallique, il est là. Merci pour votre attention. Ah, d'accord, ok. Bien, merci beaucoup pour mon exposé. Est-ce qu'il y a des questions? Merci beaucoup pour la présentation très intéressante. On parlait donc des phases de l'AS, donc de structure AB2. Est-ce qu'on a une idée sur le comportement justement vis-à-vis du stockage d'hydrogène par exemple? Par exemple, oui, c'est absorption, désorption. Oui, on est en train de faire des manips d'absorption et de désorption. Tous les résultats sont tout neufs et le président m'a demandé il faut absolument que tu viennes nous faire quelque chose. Ben, je suis venu. Il ne voulait pas que j'aille jusqu'au bout et donc voilà, je suis venu surtout pour le hadith que j'ai montré. Donc, et les gens me disent il faut absolument breveter ça. Donc j'ai dit non, c'est pas la peine. Je vais les emmener en Algérie, les breveter. Il est où, notre collègue? Il est là. Donc on va les breveter en Algérie. Donc on va les, Inch'Allah, les utiliser pour la formation. Merci avec ça. Une petite question très simple, ce qui a attiré mon attention, c'est la présence des défauts d'empilement. Or, on n'a pas de traitement ni de rien. Et puis la deuxième remarque, dans l'image de transmission, oui, on voit la nature de l'interface qui est vraiment linéaire. C'est des traitements qui sont faits à très haute température, donc c'est une fusion. Donc c'est de l'arc melting et donc les grains grossissent et donc ils sont vraiment équiaxes. Mais est-ce que la présence des défauts d'empilement ne pourrait pas influencer plus tard les défauts qui sont, il n'y en a pas beaucoup. La densité de dislocation, elle est quasi nulle. C'est ça. Donc il y a pas de, je peux dire qu'il n'y a pas de défaut. Donc la structure telle qu'elle est brute comme ça. Donc, je peux laminer, je peux faire ce que je veux, et puis l'utiliser tel quel pour l'absorption, désorption de l'hydrogène. Je ne pourrais pas chiffrer, mais la littérature dit que les phases de lave, c'est un puits d'hydrogène. Et en Algérie, on a beaucoup d'hydrogène. Il suffit d'aller le chercher. Merci, c'est donc, on va passer à la dernière présentation. On a une présentation. Jean-Paul n'est pas là, apparemment. Oui, sa présentation est là. Par visio, et sa présentation, elle est là. Je ne sais pas comment. On va la laisser peut-être en dernier. On va la laisser en dernier. Si vous voulez, on intervertit. On commence par le présentiel ensuite. D'accord. Ok, vas-y. Donc, on passe bien à la présentation, comment construire un modèle de voiture avec ce qu'on a
Non, mais c'est. Branché. C'est bon, on libère les gens pour la pause et pour libérer les choses très راح نحيدها نشوف. Voilà, c'est bon. La diapo, ouais. C'est une vidéo. Vas-y. Normalement, la batterie rendée. Donc, M. Mohamed, on va passer à la présentation du cycle, la conception d'un modèle d'un véhicule. Vous avez 20 minutes, 24 minutes pour présenter ce travail. D'accord, je prends ce micro. Ah, d'accord, ok, ça marche. Donc, bonjour tout le monde, salam alaikum. Donc, effectivement, ma présentation, elle est différente de ce qui a été présenté depuis hier. Donc, on a parlé de l'hydrogène, de la partie électrique du véhicule. Pour me présenter rapidement, donc moi je suis doctorant avec M. Fininech à l'université de Belfort et Montbéliard, donc l'UTBM. Donc j'ai travaillé avant comme j'étais enseignant aussi, enseignant-chercheur à l'UTBM. Donc j'ai travaillé sur des modèles de véhicules. On a une école que je vais vous présenter, donc c'est des prototypes de véhicules. Il y a aussi mes collègues qui ont présenté ça parce qu'ils fabriquent aussi pour le labo. Tous les prototypes et aussi donc j'ai participé à pas mal de projets de fabrication que je vais vous présenter. Donc le plan de la présentation, donc je commence par une introduction, la présentation de l'école de fabrication du LTBM, la fabrication par la méthode numérique, une autre méthode qui va être différente de la méthode qui est utilisée aujourd'hui à l'UTBM. Les outils de fabrication de la carrosserie, comment on peut fabriquer une carrosserie d'un véhicule, et après les machines qu'on peut utiliser pour la fabrication, et après je vais vous présenter un autre modèle pour fabriquer ce véhicule, mais avec des ressources en Algérie, qui sont différentes, qui n'ont jamais été utilisées, qu'on peut développer ici bien sûr, et après je vais faire une conclusion. Alors déjà, pour les véhicules, comment ils sont fabriqués aujourd'hui? Pour n'importe quel véhicule, Peugeot, Renault, peu importe les marques. Donc on commence avec des designers qui vont fabriquer le véhicule d'une manière artisanale, donc avec de l'argile. Donc ils vont sculpter le véhicule, ils vont le fabriquer. Là, ils vont d'abord faire le premier modèle, ils vont le scanner, ils vont passer après directement à la fabrication des moules et tout ça. Cette technique, est-ce qu'on peut la faire tout de suite en Algérie? Je ne crois pas, parce qu'il faut des compétences, il faut des gens qui ont des compétences de faire ça. C'est tout un art, c'est toute une carrière des personnes qui maîtrisent ce domaine. Donc la méthode qu'on peut utiliser pour fabriquer, parce que j'ai vu à peu près les véhicules qu'on veut fabriquer aujourd'hui, je fais juste entre parenthèses, effectivement la partie électrique c'est important, mais sans la partie mécanique et un bon véhicule et une bonne conception, le véhicule ne peut pas démarrer aussi, il ne va pas avoir vraiment l'importance qu'on peut donner, parce que la carrosserie, la forme du véhicule c'est très 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 important. On va dire, elle est très importante aussi, pas que la partie électrique ou au moteur. Donc l'école Sbarro de l'UTBM, donc elle a été créée en 1993 par un designer italien. Donc elle a intégré l'UTBM. Ils ont fabriqué pas mal de modèles de véhicules que vous pouvez trouver sur leur site internet. Juste quelques photos des véhicules. Donc vous pouvez voir déjà comment la carrosserie a été très très bien faite. En fait, il y a des détails, ils sont partis dans le détail. Ils ont réussi à faire tous ces modèles-là. Et ce sont des étudiants d'âge de 19 ans, 20 ans. C'est une formation d'1 an. Donc sur 1 an, ils arrivent à fabriquer 2 véhicules.
Donc, comment ils arrivent à fabriquer des véhicules? Donc, les étudiants, ils sont à peu près une dizaine. Donc, ils sont partagés en deux groupes. Un groupe qui travaille sur le châssis. Pour les premiers, donc, tous les 6 mois, ils fabriquent un véhicule. Donc, un groupe qui va fabriquer le châssis, d'autres qui vont travailler sur la carrosserie. Les 6 mois d'après, ils vont changer. Donc, le premier groupe, il va travailler sur le châssis, les autres, ils vont prendre l'autre partie. Alors, comment se fait la fabrication? Donc, au début, ils ont une conception de la voiture en 3D. C'est l'enseignant qui fait la conception. Donc, c'est une conception, généralement, ce n'est pas un logiciel de conception, mais plutôt des photos ou comme vous avez les modèles que vous avez développés sur des logiciels de design. Donc, il n'y a pas de mécanique. C'est vraiment juste un modèle 3D, sans mécanique, sans rien du tout. Et après, ils vont fabriquer un modèle à une échelle réduite, d'à peu près qui va faire à peu près 1 mètre de longueur. Ils vont voir est-ce qu'il y a des défauts, est-ce qu'on peut le fabriquer vraiment ce modèle, parce que sur une photo et sur le modèle exact, est-ce que vraiment on peut le faire ou pas. Une fois qu'ils ont vérifié, ils vont changer, ils vont améliorer le modèle et après ils passent à la fabrication. Ils ont un grand plateau, c'est là qu'ils commencent à faire leur fabrication. Ils prennent de la mousse, ils vont assembler, on va faire un grand cube et ils commencent à essayer de projeter des photos sur le cube et après à sortir le véhicule comme vous pouvez voir sur la photo ici. Une fois qu'ils ont fait ça, ils vont venir, ils vont coller des fibres de verre, de la résine, ils vont fabriquer des moules en résine. Et après, ils vont bien sûr, il y a un travail derrière, hein, il n'y a pas que ça, parce qu'il y a le retour des moules, les fixations après. Si vous avez un pare-choc, il lui faut des fixations, pas que le pare-choc. Donc il y a des retours des moules sur lesquels il faut travailler. Après la fabrication de la carrosserie, après la peinture et l'assemblage, et le véhicule est fini. Ce véhicule, c'est un véhicule qui a été fabriqué l'année dernière. Ouais, c'est bon. Pour le châssis, donc la conception du châssis, ils vont faire une conception, plan de fabrication et la fabrication avec les éléments mécaniques en même temps, parce que sinon, si on fabrique le châssis et après on assemble des éléments, c'est pas possible. Et assemblage du châssis, comme vous pouvez voir sur la photo, on met déjà les disques de frein par exemple, les amortisseurs et on commence à souder. Comme ça, on est sûr, bien sûr, sur des tables de soudage, c'est très très important pour avoir la stabilité. Pour finir avec cette méthode de fabrication, donc le découpage des mousses s'effectue manuellement, donc il y a sûrement des erreurs. La carrosserie, donc voilà, il y a des erreurs de carrosserie, ça coûte trop cher. Un véhicule comme ça coûte à peu près 60 000 € avec le moteur. Ça prend énormément de temps et aussi il y a l'expérience des formateurs. Donc l'expérience est très très importante. Donc une personne qui n'a jamais fait ça, donc ça va lui prendre beaucoup de temps. Voilà. Donc la méthode qu'on propose, c'est à peu près ce que vous avez déjà utilisé ici. Donc été utilisé aussi à notre échelle, de fabriquer des petites pièces et après de faire de composite, de fabriquer toujours un véhicule en composite. Donc la partie, on peut la partager sur 3 parties différentes, la carrosserie, le châssis et la mécanique. Donc la partie carrosserie, donc c'est à peu près la même chose, mais juste la première partie qui change. Donc déjà concevoir la voiture en modèle CAO. Donc là, il nous faut absolument un modèle CAO. Donc si on a un véhicule sur un logiciel de design, c'est différent parce qu'il faut reproduire la CAO, parce que si vous avez un maillage qui ne passe pas en CAO, c'est difficile de faire un modèle numérique. Même c'est impossible, parce que vous avez des plaques, en fait, c'est un maillage, donc vous avez des surfaces. Vous passez à l'usinage, vous n'aurez pas des lignes, vous aurez des lignes droites au lieu d'avoir des surfaces courbées ou autres. Donc il faut refaire le modèle, donc c'est très bien, vous avez une base, on refait le modèle sur CATIA par exemple, du Surface X, c'est faisable, on peut le faire, il n'y a pas de souci. Après, fabriquer un modèle à l'échelle réduite aussi, donc il faut. La fabrication, on peut le faire en impression 3D, c'est plus rapide, ou en stratoconception, ce que je vais vous présenter après. Et après la rectification, la validation, c'est bon, et après on va passer à la fabrication. Donc comment on fait? On prend le véhicule, on le divise en plusieurs morceaux.
les morceaux, il faut bien sûr qu'ils rentrent dans une imprimante 3D, par exemple, ou sur une machine de fabrication, la machine qu'on va choisir, parce qu'il y a plusieurs techniques. Et une fois qu'on fabrique les composants, donc on les assemble, et après on fait la fabrication, assemblage donc, du véhicule. On va venir mettre les fibres de carbone et la résine, on fabrique nos moules en résine, on fabrique la carrosserie et on assemble le châssis. Donc cette technique de fabrication, on peut vraiment fabriquer n'importe quel modèle de véhicule, peu importe la carrosserie, peu importe la complexité du modèle, on peut le fabriquer. Donc, et pour le châssis, c'est pareil, donc une conception, on va d'abord prendre les mesures, bien sûr sur le logiciel, on ne va pas prendre les mesures sur la carrosserie, mais on va prendre les mesures sur le logiciel de la carrosserie, la conception, plan de fabrication, fabrication et assemblage. Donc pour le châssis aussi, s'il y a des points importants, c'est la conception, donc on peut la faire bien sûr sur CATIA, éditer les plans de fabrication, et pour la fabrication, ce qui est utilisé généralement, un soudage au point chaînette, ça c'est pour éviter d'avoir des décalages au niveau du châssis, parce que effectivement on peut le fabriquer, mais si on ne respecte pas par exemple quelques techniques qui sont utilisées, j'ai vu mes collègues ce qu'ils ont utilisé, bien sûr, des fois, même comme ça, on n'arrive pas à le faire d'un premier essai, il faut refaire à chaque fois, parce qu'un millimètre qui décale, la voiture qui va partir sur le côté, et là, c'est vraiment problématique. Ils utilisent généralement le MIG-MAG, et bien sûr, on peut rajouter la fixation du port sur les châssis, il y a plusieurs détails qu'on peut rajouter sur le châssis avant de passer à la fabrication. La partie mécanique, très très importante aussi, parce qu'il y a plusieurs éléments qui ne sont pas négligeables. Conception des éléments de transmission, conception de la simulation des éléments de suspension, adaptation des éléments de freinage, donc là il y a le mot qui manque, le freinage, ouverture et fermeture des portes, système d'essuie-glace, système de réglage des feux et les rétroviseurs aussi. Maintenant, les outils qu'on peut utiliser pour la fabrication de la carrosserie. Donc on peut utiliser la fabrication additive, soit les machines 3D, c'est possible. La stratoconception, je ne sais pas si vous connaissez, donc c'est découper, la stratoconception, elle a été développée à Saint-Dié-des-Vosges, à l'école des mines de Nancy, et ils l'ont breveté d'ailleurs, mais c'est utilisé, vous pouvez le chercher, donc c'est découper des plaques et les assembler pour faire un modèle en 3D. C'est utilisé pour faire des moules, pour faire des... peu importe, bon, voilà, là il y a une chaise aussi. Et aussi, on peut faire une fabrication additive avec des ressources minérales. Et sûrement, vous avez vu qu'il existe des imprimantes avec de l'argile, par exemple. Et toute la partie optique de véhicule, elle peut être faite en thermoformage. Donc, fabriquer un moule, mettre sur une thermoformeuse, mettre du PMMA sur une plaque de plexiglas, on va dire, et après chauffer et puis refabriquer la partie optique. Donc les machines qui sont utilisées, ces machines elles sont à disposition du centre, c'est des machines simples, donc une imprimante 3D, une machine d'usinage, centre d'usinage, découpe laser, pousse de soudage, cintreuse, établi de soudage, donc là c'est important, ça je ne sais pas si vous l'avez, et une thermoformeuse. Alors, donc la dernière partie, c'est la fabrication par des ressources minérales. Donc aujourd'hui, avec M. Finech, on travaille sur le développement d'un procédé de fabrication additive sur les machines ACLM. Et ici, c'est à peu près, on va dire, ça ressemble un petit peu, mais par contre, c'est un autre procédé qu'on peut utiliser, pas que pour la fabrication de véhicules, mais pour autre chose. Alors, donc la problématique, c'est quoi? Le véhicule, il va faire à peu près 11 mètres cubes. Oui, à l'intérieur il est vide, mais par contre, à chaque fois que vous fabriquez une pièce, vous avez besoin quand même d'un moule qui ne va pas faire exactement, il va faire 5 fois la taille de la pièce exacte, parce qu'il faut quand même le poser et tout ça. Et donc il va faire à peu près, si on va l'imprimer par exemple avec une imprimante 3D, avec un remplissage de 20%, parce que généralement les imprimantes 3D c'est le filament, le remplissage c'est 10%. Donc c'est 2% de la matière, à l'intérieur c'est du vide. Bon, il y a des structures à l'intérieur, mais généralement c'est du vide. Donc à peu près on va tourner dans 2600 kg.
Et là, c'est le prix, il va être très très élevé, et aussi le temps de fabrication très élevé. Donc, ce qu'on propose, c'est de fabriquer carrément les moules en sable. Cette technique, elle existe depuis quelques années, d'à peu près 4 ans, mais ils n'utilisent pas le sable, ils utilisent autre chose. C'est juste une technique qui ressemble un petit peu, c'est le MBJ. Donc, faire des couches de poudre avec une résine, et après les mettre dans un moule, dans un four, pardon, et après on a la pièce finale. Cette technique aujourd'hui, elle va remplacer bientôt peut-être la SLM ou le DMD, parce que surtout que les pièces, elles ont une précision énorme. Parce qu'en fait, on arrive à calculer le rétrécissement de la pièce, donc on a des cotes en fait. Alors qu'aujourd'hui, avec une impression 3D, SLM ou DMD, avec de la poudre, et je parle des pièces métalliques, et c'est problématique parce qu'on ne maîtrise pas la cote exacte avec la précision au micromètre. Alors que sur le MBJ, c'est une technique qui est très très utilisée. Et ce qui est bien, le sable, il a une granulométrie qui est trop faible. Donc on a déjà de la poudre qui est prête. Donc il suffit juste de l'utiliser en fait. Et avec de la résine, on peut fabriquer carrément des pièces ou des moules qui vont nous coûter pas trop cher. J'ai fait un petit schéma pour ce modèle. Donc le schéma c'est quoi? C'est une extrudeuse. On va mettre deux réservoirs, un réservoir de sable, un réservoir de résine, une extrudeuse, un mélange des deux composants qu'on peut monter sur n'importe quel CNC. Donc là j'ai pris un exemple de CNC, d'une machine CNC qui existe un peu partout en Algérie. Donc cette machine elle est vraiment efficace. Donc on n'a que à rajouter cette extrudeuse sur la machine et on peut faire nos moules, et la fabrication elle sera vraiment simple. Et bien sûr il y a l'étude de paramètres, l'épaisseur de la couche, quelle résine qui va être utilisée, et aussi les paramètres les températures qu'on peut utiliser et tout ça. Et ça, bien sûr, c'est une étude de paramètres qui doit être faite, parce que le MBJ aujourd'hui, il est trop fermé. Au niveau de résine, c'est difficile de voir ce qu'ils utilisent comme résine. Pour conclure, donc une fabrication rapide et modifiable, celle qu'on peut utiliser, par exemple, si on fabrique le modèle aujourd'hui, si d'ici quelques années vous voulez une amélioration, vous n'allez pas démarrer de zéro, parce que vous avez déjà vous avez toute la partie numérique, vous avez les fichiers CAO, donc vous n'avez que à faire un changement au niveau de le fichier CAO, et là vous fabriquez, vous pouvez faire les modifications à tout moment. Donc la méthode de fabrication peut être utilisée dans d'autres domaines, pas que dans ce domaine-là. Par exemple, le CRTI peut proposer des formations, parce qu'en Algérie aujourd'hui, il manque des personnes qui fabriquent par exemple les pare-chocs, les phares, d'autres composants. Donc ça, c'est une méthode qui sera, si elle est maîtrisée très très bien, donc des formations pour des personnes, des startups ou des artisans qui veulent se lancer dans ce domaine, c'est vraiment très très intéressant. Le système qu'on a proposé, donc qu'on aimerait fabriquer ici en Algérie, donc un système innovant qui réduit le prix de fabrication, et aussi il peut être utilisé pour d'autres applications. Par exemple, des moules en sable. Il n'existe pas encore bon, il y a une entreprise en France qui essaie de développer ça, mais elle n'existe pas. En fait, les moules en sable, ça peut être utilisé aussi en fonderie, pas que pour la fabrication des moules. Voilà. Et ce qui est bien, l'atomisation de la poudre, c'est une méthode qui coûte trop cher, il faut du matériel, il faut pas mal de choses, mais le sable, c'est une poudre qui est gratuit, bon, on va dire qui coûte pas trop cher, qu'on peut utiliser facilement. Et donc juste pour les modèles de voitures aujourd'hui, c'est pas que des prototypes. Il y a des marques des voitures qui fabriquent de la même manière. Ici, vous pouvez voir sur la photo la carrosserie le châssis de la voiture, il est fait en structure tubulaire, et même cette voiture, je l'ai déjà vue. En fait, même on va voir dans les détails, les disques de frein, toute cette partie-là, elle est usinée. Donc on voit que l'usinage, c'est fabrication artisanale, il n'y a aucun problème. Donc
Voilà, pour finir, donc une fabrication d'un véhicule, c'est trop simple. C'est trop simple, c'est maîtrisé. Surtout en Algérie, qu'on a des compétences. Les compétences, c'est pas que les compétences d'ingénieurs, mais des compétences de techniciens. Il y a des soudeurs, hein, je parle des soudeurs, des forgerons, malheureusement, qui n'existent plus aujourd'hui en Algérie. Des soudeurs, des mécaniciens qui peuvent fabriquer un véhicule, même dans une petite commune peu importe en Algérie, on a tout ça, donc on a tous les matériaux pour faire un véhicule. C'est juste peut-être qu'il nous manque l'objectif de le faire. Et je vous remercie pour votre attention. Bien. Bon. Merci Mohamed pour la présentation. Donc, s'il y a des questions. Merci. Belle présentation. J'ai une question concernant le châssis. Lorsque vous faites une simulation du midi, est-ce que vous référez à une norme lorsque vous faites une simulation? Alors, donc en fait, dans les modèles qui étaient fabriqués à l'UTBM, ils ne font pas de simulation, à part pour la partie recherche, ils ont fabriqué des modèles pour le labo Femto ou autre. Mais effectivement, il y a des simulations qu'il faut faire, déjà pour alléger la structure, voir le poids qu'elle doit supporter, les vibrations. Il y a bien sûr, effectivement, il y a plusieurs parties de simulation. Ben, effectivement, je ne suis pas rentré dedans, dans cette partie-là, mais ce n'est pas une partie qu'on va négliger. Parce que fabriquer un véhicule aussi, il faut étudier la stabilité du véhicule. Il faut voir toutes les parties qui sont vraiment... Donc effectivement, il faut faire une simulation statique et peut-être même dynamique, de voir les mouvements, de voir avant de passer à la fabrication. Parce que si par exemple on va fabriquer le véhicule et après il y a trop de vibrations par exemple, si on n'a pas fait de simulation dynamique, et là c'est problématique. Mais après, ben, c'est pas grave. En tout cas, dans cette technique, on peut toujours changer parce que c'est des tubes qu'on peut... Ah, est-ce que c'est normalisé? Après, oui, pour les normes, là, c'est un modèle qui était... bon, nous, on n'a pas fait de normes en tout cas, mais c'est un modèle qui est... Bah, en fait, les modèles lesquels j'ai participé, surtout à l'UTBM, il y a une loi en France qui dit que si vous le fabriquez, vous pouvez rouler avec. S'il ne dépasse pas certains kilométrages, je ne sais pas, c'est 40 ou autre. Parce qu'on a fabriqué des vélos, on a roulé avec tout simplement parce que vous pouvez ne pas l'homologuer si... Après, effectivement, si c'est un véhicule qu'on doit fabriquer, effectivement, ça c'est à prendre en considération, la partie des normes et tout ça. Ouais. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci pour la présentation. C'est juste un complément par rapport à la peinture et des véhicules. Maintenant, on utilise, il y a des thèses en collaboration avec Stellantis pour le développement de la peinture en jet d'encre. D'accord, donc il respecte l'environnement, c'est-à-dire sans une peinture sans CO2, sans composés organiques volatiles. Et ça, c'est vraiment, et en plus, c'est une technologie d'impression en 3 dimensions et qu'on peut vraiment personnaliser. C'est-à-dire qu'on peut mettre des logos, on peut mettre plusieurs peintures, plusieurs nuances, etc. D'accord. Donc, c'est des thèses de doctorat en collaboration avec Stellantis pour ce chiffre sur ce type de peinture. D'accord, bah, je vais chercher par rapport à ça parce que c'est à l'UTBM. Oui. D'accord, c'est intéressant effectivement parce que là, toujours dans le cadre. C'est à peu près, oui effectivement, parce qu'il existe des imprimantes 3D, c'est ce qu'on est en train de développer aussi. Mais par contre, pour du métal, de fabriquer avec plusieurs matériaux, effectivement, de mettre plusieurs peintures, plusieurs teintes en même temps. C'est vrai, ça c'est très intéressant. Ça par exemple, effectivement, l'environnement. On peut le utiliser. D'accord. Ah oui, bien sûr. C'est bon. Je vous remercie.
Merci, c'est Mohamed. Donc, on va passer à la dernière présentation de cette matinée. Je vais Et l'appeler. ce sera assuré par Jafar Chaben, mais malheureusement, il n'est pas là. Donc, on aura une vidéo, si je comprends bien. Ici, Noureddin va annoncer. On peut annoncer plutôt. Et la présentation, ça concerne l'intégration de stockage d'hydrogène solide dans les applications mobiles. Je ne sais pas s'il faut la passer avant ou après. Ouais, il faut la. Voilà. Mon nom c'est Texar, donc j'ai essayé de quoi il faut parler. Mais... Pas 10 minutes, ça doit passer normalement. Ouais, c'est jusqu'à midi en fait. Si on peut mettre le. Il y a du bruit de la salle, je ne sais pas ça vient d'où. Il y a du bruit, non? Ah oui. Ah oui, c'est connecté. Alors ça c'est le projet sur lequel nous on est passé un petit peu rapidement parce que c'est des projets. Mais le collègue, lui, c'est quelqu'un qui a participé à la mise en place en fait dans la partie engineering. C'est un chercheur en génie électrique, il maîtrise l'ensemble de la chaîne de valeur, aussi bien le côté mécanique que... Voilà, là il vous donne les détails de l'hybridation. Cette chaîne de traction est parallèle car les deux sources d'énergie, à savoir la pure combustible et les batteries, sont complètement parallèles sur le PC. Lors de la conception d'un système hybride, le principal objectif est de répondre aux exigences de la charge, tout en assurant l'intégrité de chaque source d'énergie. Sachant que les pure combustibles ne vont pas être réduisibles et en raison de vraiment essayer de lui demander de faire sur 10 minutes. pour répondre efficacement aux fluctuations de la demande de la charge. Pour ce faire, nous utilisons la méthode de décomposition fréquentielle qui consiste à décomposer la demande de la charge en composantes basses et hautes fréquences. Généralement, pour de grands systèmes pile à combustible, une fréquence limite de 100 MHz est appliquée au filtre passe-bas, voire parfois moins. Le facteur d'évaluation énergétique représente la part en énergie de réservoir d'hydrogène devant la totalité de l'énergie disponible dans le véhicule. Il est exprimé par la relation ci-contre où Emax H2 est l'énergie maximale stockée dans le réservoir d'hydrogène. Ça, c'est la partie hybridation, comment on fait. L'énergie maximale stockée dans la batterie en kWh. Pour estimer la puissance des différentes sources d'énergie de la chaîne de traction, nous avons réalisé un dimensionnement dans un modèle dynamique et divisé. Ce modèle a été développé dans l'environnement numérique qui se base sur le calcul de la puissance totale de traction, en déterminant l'effort total requis pour faire avancer le véhicule. Cet effort est la somme des différentes composantes issues du bilan de force mécanique appliquée au véhicule, à savoir la force de résistance aérodynamique, la force de résistance au roulement, la force de résistance due à la porte et enfin la force due à l'accélération. Les paramètres du véhicule sont retenus dans le tableau ci-contre. Le dimensionnement a été réalisé avec le profil d'essai mondialement harmonisé pour les véhicules légers. Théoriquement, un véhicule à hydrogène peut combustible